Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Et salut tout le monde et bienvenue pour cette antépénultième Mur des légendes. Et oui, c'est l'avant-avant-dernier pour ceux qui ne connaissent pas le sens de ce mot, mais c'est toujours une occasion de flamber, évidemment. Donc voilà, on va du coup parler de Arsène Wenger, c'est donc le 3e hors-série. De cette saison 2 du Mur des légendes, après Jean-Louis Campora et après Lucien Leduc. Un deuxième entraîneur évidemment d'envergure, important, peut-être l'un des plus importants, peut-être pour certains le plus important, ça c'est après chacun aura peut-être aussi ses critères. Mais voilà, en tout cas Arsène Wenger, c'est quoi qu'il en soit l'entraîneur qui a dirigé le plus de matchs à l'AS Monaco. Sur un banc, donc voilà, un monument évidemment quand même de l'ASM, et évidemment pour en parler, il y aura toujours Boris et Rome. Salut messieurs. Salut tout le monde. Et bonsoir. Et j'espère que vous n'allez pas me faire au cours de cette émission des réponses à la Wenger, à base de monosyllabes. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était pas le plus bavard. La synthèse alsacienne. Et du coup, c'est quand même très particulier que ce mec-là ait été consultant si longtemps. Oui. Parce que ça lui allait pas des masses, quoi. Non, mais t'imagines pas Zidane. T'imagines pas Zidane consultant, tu vois. Thierry Henry, ça lui va très bien parce qu'il aime bien parler, il aime bien s'entendre. Mais Arsène Wenger, c'est autre chose, quoi. Ouais. C'est un autre style. Il paraît que Thierry Henry, il aime bien s'écouter parler, il aime bien s'entendre aussi dans le retour. Il s'aime beaucoup, oui. Et moi, il me fait rire, mais oui. Oui, évidemment, il est drôle. Mais en tout cas, voilà, Arsène Wenger, c'est vrai que c'était pas forcément le meilleur client pour les médias. Mais voilà. Il a, en tout cas, lui, en tant qu'entraîneur, évidemment, accompli une immense carrière quand même, qui a démarré à Strasbourg d'abord en tant que responsable de la formation, avant ensuite d'aller, Boris, chez tes aïeuls, en Lorraine. Ah, je crois que tu allais dire en Pologne. Non. D'abord, il est passé par Cannes, exactement. Et puis ensuite, voilà, il a pris enfin un club en tant qu'entraîneur principal. Donc, c'est l'AS Nancy-Lorraine, avant ensuite d'atterrir, Boris, à Monaco. Ouais, de l'Alsace à la Lorraine, hein, finalement. Il n'y a qu'un pas que certains se sont empressés de franchir. Très rapidement, oui. Non, c'est l'AS Nancy-Lorraine, effectivement, début des années 80, l'AS Nancy-Lorraine post Michel Platini, qui au début des années 80 reste une équipe plutôt correcte, plutôt solide du championnat de France, et qui va confier son destin à un jeune entraîneur nommé Arsène Wenger, qui paradoxalement, par rapport à ce qu'on va voir par la suite, il n'a pas vraiment réussi, en tout cas n'a pas eu le succès collectif escompté, puisque ça va même finir par une descente en 86-87, après déjà je crois qu'il s'était sauvé en barrage la saison d'avant. Oui. Donc voilà, c'est là où il y a vraiment un coup de génie, un coup de flair, un coup de bol, je sais pas, de Jean-Louis Campora, qui va aller chercher un entraîneur relégable, un entraîneur qui a pas particulièrement eu de succès sur le terrain, sur le plan des résultats. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu à l'époque chez Arsène Wenger, que ce soit peut-être dans la manière de jouer, dans la manière de se comporter. Voilà, en tout cas, Jean-Louis Campora va repérer cet entraîneur et va lui confier, malgré la descente, les rênes de l'équipe. C'est un cas, on en parlait juste avant entre nous, qu'on aurait du mal à s'imaginer aujourd'hui. Mais justement, alors il en parle dans son livre.
pas que Campora, puisque Borelli au PSG lui avait également fait une proposition. Il avait d'ailleurs, il le raconte, il avait rencontré tout le monde. Et c'est Richard Comte qui est le président à l'époque de l'AS Cannes, donc c'est pour ça que je parlais de l'AS Cannes. Je me suis empressé de rajouter l'AS Cannes parce que mine de rien il va y faire des rencontres assez déterminantes, dont Richard Comte qui va le persuader de choisir Monaco. C'est là aussi où il va rencontrer Jean-Marc Guilloux, le fameux, qui va fonder son académie et qui va notamment lui faire ramener Youssouf Fofana, dont on a déjà parlé, notamment avec Bruno Bellone. Mais voilà, donc du coup, effectivement, il a 37 ans, si je ne dis pas de bêtises, quand Wenger signe. Ce qui est effectivement très très jeune. Je ne sais pas si on a eu peut-être hormis Didier Deschamps. J'allais dire Deschamps. Deschamps, mais c'est 32 ou 33. Ouais, dans ces eaux-là, il doit arrêter à 31 ans, donc il doit prendre un an après, j'imagine, ou peut-être dans la foulée, le poste à Monaco. Ouais, dans la foulée en 2001. Puel devait être aussi dans cette zone-là, puisque sa carrière venait de se terminer 2-3 ans avant. Donc, voilà. En tout cas, un entraîneur très jeune, mais c'est vrai qu'on se faisait la réflexion. Alors, en tout cas, Paris et Monaco étaient sur lui. Qu'est-ce qu'on a bien pu voir sur Arsène Wenger à l'époque, comme tu disais, Rome, et surtout, nous, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si on voyait aujourd'hui, si on avait pris un entraîneur qui venait d'être relégué pour remplacer Niko Kovac. Ouais, mais en plus, on en parlait aussi, c'est que avant d'être entraîneur, Wenger, même si c'est vrai que c'est une petite partie de sa carrière, il a été un joueur, défenseur, mais d'un niveau, somme toute, très moyen, essentiellement en Ligue 2 avec Mulhouse. Il fait une 50aine de matchs, il a une dizaine de matchs de Ligue 1 avec Strasbourg sur 3 saisons, donc on peut vous dire qu'il était loin d'être titulaire. Donc il avait pas un grand CV de joueur comme ont pu l'avoir les deux autres dont on vient de citer, qui étaient des jeunes entraîneurs, Deschamps et Puel, qui avaient, bon, évidemment, surtout Deschamps, des gros CV de joueurs. Et en plus de ça, de pas avoir un gros CV de joueur, il sort quand même de 3 saisons très décevantes avec Nancy, où il est pas loin d'être relégué, où il finit par être relégué. Donc c'est clair que si on se remettait dans le contexte actuel, je pense que signer ce type d'entraîneur, on se disait avant l'émission, on pourrait le comparer à un, même si pour le coup ça n'a pas été le cas, mais si un Batles par exemple était descendu avec 3 et qu'il avait signé derrière chez nous, et tout en sachant malgré tout que Batles a un CV de joueur incomparable avec celui de Wenger. Donc ouais, très clairement, je pense que c'est dur à remettre dans le contexte en fait qu'un entraîneur avec un si petit CV d'entraîneur et de joueur puisse arriver quand même dans un club qui, à cette époque, domine, toujours en tête du championnat français. C'est quand même assez particulier comme move. Mais au final, ouais, comme tu l'as bien dit, move de génie, parce qu'on le rappelle, voilà, il signe à l'été 87, et pour ceux qui quand même connaissent nos dates de champion de France, ça s'est plutôt bien passé assez rapidement. Et il raconte aussi dans son autobiographie que il remplace Stéphane Kovacs. Oui. Et en fait, Campora avait quand même gardé Kovacs sous le coude au cas où, s'il y avait un pépin, si ça marchait pas, au cas où pour un remplacement, une petite extinction de feu au cas où si ça partait pas, enfin si le pétard était mouillé plutôt. Et en plus de ça, on peut l'ajouter rapidement, c'est qu'en plus l'été 87, c'est un été quand même où ça bouge beaucoup à Monaco. Il y a les départs de Bruno Bellone évidemment, mais également de Dominique Bijota qu'on a fait il y a pas longtemps en émission, de Daniel Bravo, de Liégeon même, de manière un peu moins importante parce qu'il était moins important que les titres en 82. Et il y a du coup des arrivées, Marc Atlet, Glenn Odell, Baptiston. Et aussi, il y a un vrai changement, quoi. Fabrice Mech, Patrick Valéry. Et des joueurs aussi qui étaient très importants, les deux Soren, Lerby et Busque, oui. Qui étaient aussi des vrais caractères, surtout Lerby, qui était un joueur absolument génial, mais qui avait jamais réussi à se fondre dans le collectif monégasque.
Mais voilà, c'est vrai qu'au-delà de ça, derrière, on récupère un Hodel qui fait la paire avec un Atley, on récupère Battiston, évidemment. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même des arrivées importantes qui se font à ce moment-là. Et le championnat, d'ailleurs, commence très très bien, parce qu'il me semble que ça commence par une victoire face à Marseille. Si ça serait à revérifier, ouais, je sais plus. Oui, on en a déjà forcément parlé. 3-1. Voilà, 3-1. Mais ouais, c'est ça, ouais, Marseille. Ouais. C'est toujours plaisir. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est une rencontre. Il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout de suite, il s'impose. Et puis il raconte ensuite, par contre, qu'il a une défaite à domicile assez tôt dans la saison contre Niort. Où en fait il est encore un petit peu fragile, il est encore un peu en période de probation, et en fait Jean-Louis Campora va s'exprimer devant les joueurs, il va nous faire une Berlusconi qui défend Arrigo Sacchi, sans doute pas dans les mêmes excès, puisque lui c'était plus entre lui et vous, je choisis lui. Campora c'était plus, Wenger a raconté que c'était un discours un peu plus serein pour redonner confiance aux joueurs, c'était pas tout à fait différent, mais du coup ça a permis aussi ça a aidé, mine de rien, Arsène Wenger à remettre tout le monde dans le bon sens, et donc derrière ils ont quand même rapidement après dynamique. J'ai la saison là devant moi. Monaco devient premier à la 2e journée et ne quittera plus la première place jusqu'à la 38e. Donc c'est quand même compliqué vraiment. Donc en fait, il n'a jamais vraiment été en danger, quoi. Le championnat a été dominé de A à Z. Il y a une première défaite, c'est une chose. Forcément, elle finit par arriver. Mais quand tu es leader de la 2e à la 38e, ça n'a pas dû arriver souvent quand même, ça. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il, en tant que nouvel entraîneur, très très jeune, c'est vrai que sans doute qu'on sait, à l'époque, on a dû se poser aussi la question, de se dire Arsène qui enfin, le qui, ça par contre, oui. Le qui, on peut plus trop le poser comme question d'ailleurs, ça faut faire gaffe. Mais d'ailleurs, voilà, c'est vrai qu'on aurait certainement dû avoir ce genre de réflexion comme il a eu à son arrivée à Arsenal, de prendre un type un peu inconnu qui en plus vient de descendre en 2e division. Voilà, c'est vrai que pour asseoir sa légitimité, c'était peut-être pas le plus simple, et c'est en ça qu'il disait qu'il était peut-être encore un petit peu fragile. En tout cas, tu en parlais de ce titre, des débuts donc en fanfare pour Arsène Wenger, du coup, avec une saison très 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 bien menée, quoi. Ouais, de toute façon, on sait qu'on le répète souvent, mais Wenger, sur ces 7 saisons, il y a les 6 premières consécutives sont sur le podium, ce qui est quand même une rareté. C'est le seul à avoir fait ça, mais c'est vrai que par contre, la meilleure, c'est la première. En tout cas, en championnat, t'es champion, 52 points, la victoire était à 2 points à l'époque. Boris, imitation. Non. Voilà. C'était quand même mieux, hein, la victoire à 2 points. Là, il nous a mélangé le monosyllabe Courbis avec Courbis. Ah, mais je l'ai pris de court. Là, il avait le micro coupé, ça l'a... Ouais, j'étais pas... Et déjà j'ai pensé à Courbis tout à l'heure quand on parlait d'avoir un entraîneur sous le coude avec Kovacs. À chaque fois, ça me fait penser à Courbis à Rennes, ça. J'en vois bien la scène. Ce vieux margoulin. Donc ouais, la saison est très bonne, et puis surtout, il est aidé en grande partie également par les recrues, hein, on le sait. Atley va finir meilleur buteur, Glenn Hodel, même si c'est pas sa meilleure saison individuelle, collectivement, il est vraiment le meneur de cette équipe. Il y a encore Léa Moros, Battiston va faire un bien fou en défense centrale. Donc tout se goupille bien pour lui cette saison-là, et c'est clair que pour une première grosse expérience dans un gros club, être champion de France, ouais, c'est... Il y a un élément aussi important dans le fait que ça se goupille bien, c'est que l'Olympique de Marseille n'a pas encore... C'est ce que je viens de dire. Peut-être pas entendu. Ouais, non, mais j'enchaîne, je plus sois. L'Olympique de Marseille, de Bernard Tapie, en est encore assez balbutiement, et ne finit que 6e, hein, je crois, cette saison-là. Donc voilà, c'est évidemment la plus grosse concurrence qu'il va y avoir. Tu parlais de 6 saisons, les 5 suivantes, Monaco est sur le podium, mais c'est l'OM qui va être champion à chaque fois, malheureusement, on va y revenir. Mais voilà, c'est aussi le facteur. On a réussi par opportunité à se faufiler juste avant que l'OM entame
son hégémonie. Ouais, c'est vrai que c'est une des choses effectivement qui manque peut-être un petit peu à Wenger, parce que, alors, il a du palmarès avec Monaco, mais il n'en a sans doute pas assez par rapport à au niveau de l'équipe. Mais voilà, Boris, on en parle justement de l'Olympique de Marseille, qui est le vrai rival de l'époque. Il va quand même lui prendre un titre, c'est en 91 avec la Coupe de France, la dernière Coupe de France, donc ça fait 31 ans. C'est ça. Et ça fera donc au mieux 32. C'est pas 25 ? Non. ça fait pas. Non, désolé. Boris, tu as fait bac S ou... Et oui. Mais à l'époque où le bac avait encore du sens. Oh là là, Boris. Mais c'est vrai que voilà, il disait justement, à l'époque, c'était hyper important de gagner cette Coupe de France, parce que justement, il prenait un titre à l'Olympique de Marseille. Et comme il disait, voilà, quand on est à Monaco, Marseille, 3 petits points. Mais en fait, Wenger, il représente quand même bien ce qu'est Monaco, c'est-à-dire un loser magnifique. Parce que on est souvent très bien placé, on est souvent finaliste, mais voilà, sur les finales de coupe, t'en fais 3, t'en gagnes qu'une. Tu vas en finale de Coupe d'Europe, tu la gagnes pas, tu finis 2 fois deuxième, 3 fois troisième. Donc c'est bien tout ça sur le papier, mais au bout du bout, tu gagnes pas. Un peu comme cette année ou l'année dernière où t'es encore en finale. Enfin, on ne cesse de le répéter quand même que les finales et Monaco, c'est pas une grande histoire d'amour. On en a gagné 10 en fin de saison. C'est vrai. Non, 9,5. 9,9. 9,9, ouais. Il nous a pas manqué grand-chose. Mais, et du coup, ouais, il image bien ça, alors que le Duc, il est beaucoup plus associé à finale égale victoire, quoi. Alors, tu peux rajouter à ça le perdant magnifique, mais aussi un peu poli, un peu polissé, qui n'ose pas faire d'esclandre. C'est des choses qu'on avait déjà dit un petit peu sur un Campora aussi, hein, et finalement ils sont peut-être assez bien trouvés là-dessus. C'est-à-dire, on ronge un peu son frein, on se plaint, mais on n'ose pas non plus monter. C'est assez rigolo justement, parce que j'ai vu dans Glenn Hoddle qui disait que ça l'étonnait beaucoup de voir ce Arsène Wenger si calme à Arsenal, quand lui l'avait connu justement quasiment sanguin à Monaco en fait. Il disait c'était sur le banc de touche, il était incapable de rester calme, il était toujours agité, il gueulait tout le temps. Il se souvient visiblement de gueulantes assez remarquables dans les vestiaires. Ouais, mais il est passé par le Japon 2 ans. Et on sait que les Japonais sont pas comme ça. Et je pense que ça vient certainement de là, en fait, le fait qu'il ait changé du n'importe. Un peu border. Mais non, mais... allez au Japon et vous verrez, c'est pas du tout la même mentalité qu'en Europe. Et c'est certainement de là qu'il a appris à être quelqu'un de beaucoup plus calme. Allez au Japon. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que tu parlais de ce loser magnifique. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dur quand même, parce que Arsène Wenger a quand même un joli palmarès, mine de rien, sur la globalité de sa carrière. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi cette saison. Il y avait un peu de ça Arsenal aussi, hein, finalement. Il a quand même gagné pas mal sur les premières années, mais sur la deuxième partie de son mandat, qui s'est étiré, il y avait toujours cette image, voilà, l'équipe entre 2 et 4 qui jouait pas mal, qui faisait des petits parcours en Europe, qui était un peu jeune, qui était un peu tendre, qui se faisait piller ses joueurs. Voilà, c'était pas une équipe qui avait pas forcément un gros caractère. Bon, il a quand même gagné 2-3 titres à Arsenal aussi. Donc, oui, quand même. Mais ouais, il y a 2-3, ouais, même presque 10, hein, entre toutes les coupes. Il y a beaucoup de coupes. Je compte pas les Charity Shield et compagnie, mais championnat doit bien avoir 2, 3, 4 peut-être, ouais. Championnat, ouais, et quelques cups. Cup, ouais, il me semble qu'il y en a. Ouais, des finales européennes. Mais voilà, bon, en tout cas, il avait... il y a 3 championnats. 3 championnats, c'est ça. Et je crois 7 FA Cup, un truc comme ça, non ? Et 7 coupes. C'est ça, ouais. Donc c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, mine de rien. Bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que bon, sur la fin, par contre, bon, ça n'a plus gagné, il a plus gagné grand chose non plus. Des coupes encore. Voilà. Il continue de gagner des coupes malgré tout, parce qu'il gagne en 2014, 2015, 2017 encore. Mais moins impactant forcément que les championnats de fait.
c'est sûr. Mais c'est vrai, ouais, il continue de gagner quand même régulièrement, donc c'est mieux que nous, qui, Bah oui. dans tous les cas, n'en gagnons Et puis pas. pour un coach français, c'est pas mal, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qu'on... Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on parlait, justement, je commençais à parler de cette saison 92. Bon, il y a 3 finales, enfin, il y a 2 finales contre l'Olympique de Marseille. 92 aurait dû être la belle, hein, entre les deux, a priori. En tout cas, on peut imaginer que Marseille aurait battu Bastia. Finale qui, bon, on le sait, dans les circonstances dramatiques, ne s'est pas jouée. Et derrière, l'enchaînement avec... ils perdent la finale aussi, enfin, ce qu'il appelait sa finale de championnat contre Marseille, justement, parce que c'était quelques jours après la Coupe d'Europe. Et effectivement, la finale aussi perdue contre le Werder Brême, juste au lendemain de Furiani. Donc, ouais, saison 92 qui était peut-être, semble-t-il, la plus aboutie sur un certain nombre de points et qui, au final, n'aura abouti sur rien. Très Monaco. Ouais, ça pour le coup, celle-là, c'est peut-être la plus... Avec 2004, je pense que ça doit être certainement la saison la plus marquante à ce niveau-là, sur cette montagne qui finalement accouche d'une souris. Mais voilà, donc bon... En tout cas, on parlait quand même un petit peu de l'Olympique de Marseille. Tu parlais aussi, Rome, d'un entraîneur pas si véhément. Pourtant, voilà, lui, quand tu auras toutes ces histoires, notamment avec l'Olympique de Marseille, il va quand même mener ses investigations. C'est lui quand même qui va avoir l'impression qu'il y a un loup quelque part. On se rappelle, c'est notamment Petit qui raconte aussi cette anecdote de Wenger qu'il fait venir dans son bureau, qui lui montre les buts et qui lui dit qu'est-ce que t'en penses, etc. Et il dit on commet des erreurs qui me semblent pas habituelles et que lui c'est bien ce qui me semble, à savoir que on a tout lieu de penser que certains de nos joueurs ont été achetés par l'OM. Oui. On le citera pas pour une fois. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, mais c'est quand même lui à chaque fois qui est visé en premier. Et s'il demande à Petit de venir, il y a une raison, vu que c'était avec lui qui formait la charnière. Ouais. Disons que le Pescara a récupéré un joueur en fin de saison. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que du coup, c'est en tout cas quelque chose qui va vraiment lui faire beaucoup de mal. Il le dit, mon pire souvenir, ça ne concerne pas un résultat. Non, le pire, ça a été de découvrir la corruption dans le football français. Et j'estime que Monaco a perdu 2 titres à cause d'elle. En fait, non, je n'estime pas, j'en ai la conviction. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il a le plus marqué presque aussi de son passage monégasque. Donc évidemment, ces sales histoires concernant Bernard Tapie. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, pour la dernière émission du Mur des Légendes. Sur ton fil Twitter, tu comptes en parler ou pas? Non, c'est bon, je préfère éviter. Peut-être avec le compte de la Diagonale, si tu veux. Oui, peut-être. Mais voilà, en tout cas, donc Arsène Wenger, du coup, va connaître lui aussi une fin, un essoufflement de sa période. Donc tu en parlais, Boris, 6 saisons sur le podium. Et puis la 7e où Monaco justement finit assez loin. Alors là aussi, sans doute à la faveur d'un très beau parcours européen. Oui. C'est ça, c'est que la dernière saison, évidemment... c'est aussi pour ça que c'est la dernière saison, c'est un peu tautologique ce que j'allais dire, mais la dernière saison est compliquée, il y aura un petit bout encore sur la saison d'après. Oui, il commence quand même. Il y a probablement le tiers de saison de trop encore derrière, mais c'est vrai que Monaco s'essouffle, la fin clairement aussi probablement d'une génération, mais tout ça étant couplé avec tout de même une demi-finale de Ligue des Champions, la première de l'histoire du club, la 3e européenne pour Wenger. C'est l'autre très marquant probablement de son mandat à l'AS Monaco. C'est vraiment le premier entraîneur qui va placer l'AS Monaco sur la carte de l'Europe. On a suffisamment fait de Mur des Légendes pour, vous avez entendu parler de certains matchs, l'Inter en 63, 64 et Valence dans les années 80, des parcours qui sont jamais allés très loin. Avec Wenger, ça va commencer un petit peu à changer. Le premier gros match
contre Bruges, une première demi-finale contre la Sampdoria en 90, cette finale on en a parlé en 92, et puis ce parcours en 94 dans la plus grosse des compétitions où Monaco va à la faveur de l'exclusion de l'Olympique de Marseille et de l'impasse du Paris Saint-Germain. Un Monaco pas forcément préparé, on va dire sportivement, à aller disputer cette compétition, mais qui va bien y figurer, puisque voilà, Monaco va aller en demi-finale, perdre sans trop de débat face au grand Milan AC, futur vainqueur. Mais voilà, c'est l'AS Monaco de Jürgen Klinsmann, de Yuri Djorkaeff, de Enzo Scifo, notamment, donc de Victor Ikpeba. Une belle équipe. Fait, hein. Voilà, on n'a pas forcément mis sur le mur, mais on les a tous faits. Et par contre, ça se couple avec un championnat très 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 moyen, puisque Monaco finit à la 9e place, une place qu'ils n'avaient pas connue depuis avant Wenger, et probablement quelques saisons même avant Arsène Wenger. Ouais. Et donc après il y aura 86, ouais. Ce début de saison raté qui va aboutir à la fin. Entre-temps, Wenger aurait pu signer au Bayern Munich, mais Campora et apparemment lui-même n'aurait pas donné suite. En tout cas, Campora a refusé, mais Wenger n'aurait pas forcément non plus eu envie d'aller au Bayern de ce que j'ai pu lire. Donc voilà, mais bon, en tout cas il était dans la fin de parcours, et derrière on a alors il y a des circonstances atténuantes, comme pour Thierry Henry. Mais c'est vrai qu'il démarre cette saison, cette dernière saison pour lui, avec beaucoup de joueurs blessés. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a pu aussi jouer dans le niveau de performance de l'équipe. Ouais, et puis un essoufflement, somme toute, assez logique. On a vu à peu près la même chose arriver à une autre échelle à un Leonardo Jardim, par exemple. C'est, dans le foot de très haut niveau aujourd'hui, c'est quand même très très rare les entraîneurs qui arrivent à dépasser ne serait-ce que les 3 saisons en restant pertinent dans un club. D'ailleurs, ce qu'il dira à lui-même, c'est quand on lui pose la question, tout simplement il va répondre l'usure du pouvoir, je ne sais pas trop, sans doute une naturelle lassitude, et la faute peut-être à quelques joueurs de mentalité passable, comme dans tout club d'ailleurs lors de mes 2 dernières saisons. Donc voilà, c'est cette lassitude, vraiment l'usure. Arsenal, où il durera encore plus longtemps pour le coup, ça se finira relativement mal aussi, même si le relatif est important, parce qu'il maintiendra quand même à peu près toujours l'équipe en Coupe d'Europe, en gagnant des coupes, on en a parlé, donc voilà, il y a quand même un certain niveau, mais l'équipe s'est effritée complètement au fil des années, et a perdu en standing. Il y a assez peu de trophées sur Arsène Wenger, mais il y a un aspect important qu'on a un petit peu évoqué justement, quand on disait que le Duc avait mis Monaco sur la carte de France. On a souvent tendance à dire que Arsène Wenger a mis Monaco, lui, sur la carte en Europe. C'est vraiment ça, Rome, qui peut aussi définir l'ère Arsène Wenger, à savoir une régularité quant aux participations en Coupe d'Europe, et surtout d'avoir été capable de passer plusieurs tours et de réaliser plusieurs épopées. Ouais, mais c'est ce que disait Boris, c'est les 3 premières demi-finales du club, dont une finale. Même si celle de 94, on ne doit pas y être, mais bon, on y est et on va en demi, donc tant mieux. Ce qui est bon à prendre, il faut le prendre. Mais oui, évidemment, c'est l'entraîneur qui a certainement un peu plus professionnalisé le club. Campora avait déjà fait évidemment le premier pas avec le centre de formation. La deuxième étape, c'était ça. C'était bien d'être champion de France, de remporter des coupes. Maintenant, il fallait aller chercher autre chose sur la scène européenne. Il a contribué à ça. Également, c'est le début, moi je le répète souvent, mais de la très bonne période malgré tout du foot français des années 90, même s'il n'y a pas tant de titres que ça, il y en a quand même 2, et c'est les 2 seuls de l'histoire du foot français, mais il y a quasiment une finale tous les ans, où minima il y a des demi-finales, même des clubs comme Auxerre, comme Nantes, et parce que c'était le début un peu de la professionnalisation, et que la France à ce moment-là était encore à même de garder ses grands joueurs et de même d'en faire venir. Et malheureusement, c'est plus trop le cas maintenant, à l'exception évidemment du PSG, mais qui est un cas un petit peu à part. Donc ouais, Wenger, c'est lui qui a en tout cas lancé ça à Monaco, même si derrière lui, ça va se
ça va se concrétiser encore jusqu'en 2004, quoi, on peut dire. Où là, par contre, à partir de là, il va y avoir un vrai trou jusqu'à 2015. Mais j'aime bien cette expression que lui-même a employée. En tout cas, il dit je crois que j'aime plutôt dire que j'ai désinhibé Monaco par rapport à l'Europe. C'est vrai que j'aime bien le terme. Parce que voilà, on a vu ensuite avec Tigana que ça a continué justement. Oui. Qu'il a permis à Monaco de prendre confiance. C'est un peu ses termes à lui. En tout cas, ce que disait Pierre Tournier, pour compléter ce que tu disais, Pierre Tournier donc, était quand même un formateur très reconnu à l'AS Monaco, et en tant que directeur du centre, il disait voilà, Arsène a eu le grand mérite de rendre le club définitivement professionnel en apportant sa rigueur, ses connaissances, davantage de discipline et des résultats. N'oublions pas qu'il a donné à l'AS Monaco l'habitude d'être européenne chaque année ou presque. Donc voilà, qui complète exactement ce qu'on disait. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en termes de professionnalisme, je me rappelle de l'interview c'était Baptiston qui, dans l'équipe, qui avait proposé un jour une pastille au citron à Arsène Wenger, et qu'Arsène lui avait commencé à lui faire une dissertation sur la nutrition, sur les trajets du sucre dans le corps, etc. Donc j'ai fait, mais c'était juste une pastille au citron, quoi, au départ. Donc, voilà. Heureusement qu'il ne coache pas. Ça t'a marqué, ça, Damien, comme anecdote. Ouais, parce que moi je me dis merde. Propose-la au CrossFit. Je prends juste une pastille au citron et ça y est, tout de suite, j'ai plus le droit de maigrir, merde. Oui, mais toi tu manges le paquet, Damien, c'est peut-être ça le problème. Je les gobe comme des tic-tac. Mais non, mais enfin voilà, c'est vrai que lui-même le dit dans son autobiographie, il a toujours voulu montrer l'exemple. La seule chose sur laquelle il n'a pas assuré, entre guillemets, c'est le nombre de clopes qui s'enfilaient au quotidien. Voilà, il racontait qu'il avait, comme il passait énormément de temps à regarder, visionner des matchs, des vidéos de joueurs pendant les nuits, c'était un moment où il clopait beaucoup. Et c'est vrai que ça, c'est sur quelque chose sur lequel il disait voilà, j'ai toujours essayé d'être un exemple pour les joueurs quand même. Il courait avec eux, un peu comme le faisait Puel. Il faisait attention à ce qu'il mangeait, mais voilà, la clope par contre, l'alcool évidemment il faisait attention, mais la clope par contre, ça, il a eu du mal. Il fumait comme un pompier. Ah, il y a des joueurs qui fument, hein. Bon, pas comme des pompiers, mais il y a des joueurs qui fument. C'est vrai. Surtout à l'époque, particulièrement à l'époque. Oui. En tout cas, un petit chiffre sur Wenger et les épopées européennes, c'est 44 matchs de Coupe d'Europe pour Arsène Wenger, avec 17 victoires, 15 nuls et 12 défaites. Voilà. Et 58 buts inscrits et 35 buts concédés. Donc un bilan très positif pour Arsène Wenger. Ouais, tout cas, très correct. C'est très positif. Oui, non, mais très correct. Oui. Non, mais parce que oui, après, dans le contexte de Monaco, bien sûr. Tu parlais aussi de formation, un aspect important, je pense, c'est le côté formateur, ou en tout cas dénicheur de talent, capacité à lancer des joueurs. Wenger, c'est quand même quelqu'un on avait parlé de Georges Weah dans le mur des gens qu'on lui a consacré. Il a quand même lancé Thierry Henry, Lilian Thuram, je pense Emmanuel Petit, donc il a quand même lancé dans le football professionnel 3 champions du monde. Je ne sais pas s'il y a tellement de coachs sur la planète qui peuvent en dire autant. C'est quelqu'un qui a aussi su lancer, former, faire progresser tout simplement des jeunes joueurs. On avait parlé de Youssouf Fofana aussi. C'est aussi un trait marquant. Encore une fois, j'y reviens, qu'on va retrouver un peu plus tard à Arsenal, de cet entraîneur qui a toujours été très fort là-dedans, bon pour tisser du relationnel aussi avec les joueurs, gagner leur confiance et les faire progresser, et notamment certains, pas mal de Monaco qui retrouvera Arsenal, Henry, Petit, même Grimandi à un autre niveau. Donc voilà, des joueurs qui vont suivre un petit peu comme un mentor Arsène Wenger. Ouais, d'ailleurs, tu parlais de Thuram, il en parle aussi, de Thuram qui aurait pu finir à Nice, au centre de formation de Nice. Et apparemment, il avait signé un contrat de non-sollicitation avec Nice. Sauf que du coup, il lui a fait signer, il a envoyé quelqu'un faire signer un autre contrat de non-sollicitation. Et apparemment, ça s'est joué sur un cachet de la Poste, faisant foi. Ils l'ont antidaté, quoi. Le fameux.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le mec de Nice, tranquille, comme dirait Mado la niçoise, c'est le Mikado, le premier qui bouge, il a perdu. Le mec, il a posté le courrier uniquement le lundi, alors que celui de Monaco, il a posté dans la foulée, donc ils ont devancé Nice sur un truc à la con comme ça, apparemment, de ce qu'il raconte. Ça, c'est la version officielle, mais officieusement, c'est qu'on a antidaté le truc. Mais peut-être, je ne sais pas. Nous aussi, on avait le droit de faire quelques saloperies quand même. En tout cas, il disait qu'il était milieu de terrain au départ et que c'est lui qui l'a repositionné comme défenseur central parce qu'il était fort dans les duels. Bien vu. Et puis pas assez fort ballon au pied, peut-être aussi. Il y a peut-être de ça aussi. Il était numéro 10, sinon tu rames. Ah ouais, putain. Je suis pas convaincu du truc là. LT10. C'était censé être le remplaçant de Glenn Hoddle, puis en fait, bon, ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite différence. Ouais. Mais c'est vrai qu'on parlait aussi de Georges Weah, effectivement, pour ceux qui veulent écouter l'émission sur Georges Weah, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui il a une relation quasiment père-fils, avec qui voilà, c'était une relation très très forte entre les deux. Il lui a vraiment permis de prendre son envol, d'exploser véritablement. Weah qui l'a fait venir à la remise de son ballon d'or, si je me souviens bien d'une année. Et qui derrière, en tant que président du Liberia, l'a honoré d'une distinction officielle, justement, aussi. Donc, bon, peut-être après ses derniers propos, peut-être qu'il aura peut-être envie de lui retirer, je ne sais pas. Il vieillit un peu, Arsène. Ouais, on se rappelle évidemment de ses dernières propositions pour le football. Non, mais c'est vrai qu'après, voilà, Arsène Wenger, un certain caractère aussi. Je me souviens aussi de Leonardo Jardim, très très déçu de Wenger, qui n'était pas allé lui serrer la main après le match à l'Emirates, après la défaite. Voilà, Wenger, c'était aussi un peu ce mauvais perdant, très mauvais perdant. Bon. Un Alsacien. Je vais pas me faire des amis en disant ça. Mais... Non plus. Allez, le racisme, épisode 2. Épisode 2, on y retourne. Non, n'empêche que tout à l'heure, j'avais raison. En tout cas, cette saison, du coup. Pas en Formule 1. Pour Arsène Wenger. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu plus kamikazes des fois. Ça, par contre. Ça, c'est un autre trait de caractère. Ça, voilà. Ouais. On va découvrir ça bientôt, peut-être, messieurs. 300. Oui. Ça m'étonnerait qu'on ait des gros problèmes avec Minamino. On verra. Nous verrons bien. Tant qu'il est performant, c'est tout ce qui compte. 349 matchs, en tout cas dirigés par Arsène Wenger, donc c'est pas beaucoup plus que Lucien Leduc, qui en était à 343. Et puis 2 trophées remportés par Arsène Wenger. Que dis-je ? 4, pardon. Excusez-moi, 4. Parce que oui, mais tu me rajoutes... Non, Damien. 2 trophées. Non, mais c'est pour ça que globalement, on ne l'avait pas mis comme étant l'entraîneur historique du club. Je crois qu'il n'y avait que toi, Damien, qui avait mis Wenger. Ouais. Ce qui pouvait se défendre aussi, mais le Duc, quand même, c'est plus lui. C'est tonton, quoi. Et puis Wenger, il est quand même vachement associé à Arsenal. Et c'est normal, il y a passé, je sais pas, 1000 matchs, je dirais, parce que je crois qu'il a plus de 700 victoires avec. Oh, je pense, ouais. Donc, il doit même être à plus de 1500 matchs, parce qu'il doit avoir à peu près autour de 50% de victoires, je suppose. Il est resté 22 ans, donc... Ouais, voilà, donc, je sais pas, il faudrait les chiffres, mais ouais, je dirais 1300, 1400 matchs là, avec Arsenal. Donc, évidemment, c'est monumental. Ouais. Et donc, voilà, la vie en rouge et blanc, comme il l'a écrit dans son autobiographie, puisque... Après Monaco, Arsenal, puis le Japon aussi, un drapeau rouge et blanc. Et déjà, il a ne serait-ce que 1192 matchs de championnat. 1641 en tout. Ouais, donc c'est ça, 1002 avec Arsenal, quoi. Parce que tu enlèves les 350 avec nous et la trentaine au Japon. Il y a Nancy aussi, n'oublions pas Nancy. Oui, il y a Nancy. Donc c'est ça fait 1200, quoi. Un autre club rouge et blanc. Nagoya qui joue en rouge aussi. Et la SCAN aussi, sans piter. Nagoya, où apparemment ils l'ont trouvé ni bon ni mauvais. Ah, ça c'est terrible, c'est que tu l'as déjà fait sur Minamino, tu l'as fait à chaque fois. Elle m'est revenue en fin de... Elle m'est revenue il va y avoir droit.
il a intérêt d'être très bon ou très mauvais parce que sinon on va y avoir droit tout le temps. Ah, ça peut tomber. On en fera un tote bag. C'est l'ironie. Là, ça sera le nouveau. Ça sera plus le Sidibé a fait du Sidibé, ça sera. Voilà. On a compris. Donc voilà, du coup, ce qu'on peut. L'objectif, c'est que vous la voyez pas venir, quoi. C'est ça le truc. C'est là où réside le génie, c'est de la répéter sans cesse et que l'interlocuteur ne la voit pas arriver. C'est là que mon défi va se trouver. D'accord. Donc ça veut dire que tu vas refaire des débriefs. C'est ça peut-être le premier défi. Peut-être. C'est peut-être le premier défi. Ça. Le défi, c'est que je regarde des matchs et que je fasse des débriefs, peut-être. Et voilà, c'est ça. La dernière déclaration de Paul Mitchell. Ça n'a pas trop hypé. Ouais. C'est rassurant. Bon, on attend les actes et les recrutements surtout, évidemment. Ah, on en a déjà un et qui quand même. C'est pas signé. Pas ouais, à l'heure où on enregistre, évidemment. Hein. Oui. Ah bah oui, évidemment. Oui, On nous sommes le 23 juin. Voilà. Donc on n'a pas encore disputé le match contre le Cercle Bruges le samedi. La Roca Team n'a pas encore perdu. Parce que voilà, tu vois, ça aussi c'est très Monaco. Même s'ils ont gagné l'année dernière, Monaco souvent. Ouais, c'est vrai qu'un match sur. Il manque le petit truc. Mais bon, SMD for real. Ouf, dur. Ça c'était un grand moment de Twitter. Ça. Ouais. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur Arsène Wenger. Donc évidemment, un entraîneur ultra important. À l'AS Monaco, voilà. Si vous avez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non, on l'a dit, le plus important à retenir d'Arsène Wenger, c'est que c'est lui qui nous a mis sur l'échiquier européen. Même si c'est pas lui au final qui a eu les meilleurs résultats en Europe, il en a eu des très beaux, mais Deschamps a fait mieux dans l'idée. Mais il nous a mis en premier sur l'échiquier européen et dénicheur de talent, on va dire, ou en tout cas, il a su faire confiance à bon nombre de joueurs, mais qui avaient aussi des qualités, je pense, qui sautaient aux yeux de tout le monde. Quand on connaît la carrière des mecs derrière. Voilà. Ouais. Donc, du coup, le prochain rendez-vous, ce sera Yvon Douy. Voilà, c'est celui qui te manquait, Rome, pour l'émission bilan. Et ouais, c'est ça. Je suis allé vérifier après et oui, j'avais plus Yvon. C'est ça. Ouais. Donc ce sera l'avant-dernière. Hein. Donc ce sera notre... on approche évidemment de la fin. C'est difficile. On tire un peu la langue, évidemment, nous aussi. Mais, on va pas se mentir, là. On s'accroche. On voit le bout du tunnel. Et on verra ce qu'on vous propose l'année prochaine, peut-être comme nouveau contenu historique. Mais on en a fini avec les murs des légendes. Ouais. Voilà. On pourra faire un mur des légendes Gentilgana, peut-être. Non, mais on fera peut-être une fois de temps en temps, tu vois, un petit beignet d'air. Ouais. Petit... Moi, je dis 2022-2023, il y a un petit anniversaire doublé, quoi. Peut-être. Oui, par exemple. Une idée, hein. Qu'on va fêter par un doublé. Confiance en Clément. Bien sûr. Et en Mitchell. Toujours. Et en nos joueurs, surtout. Oui. Et Aurélien Tchouaméni n'est pas parti. Ah si, ça par contre. Même le 23 juin, c'est fait. Non, il va revenir. C'est Pierre qui me l'a dit. Un petit prêt. Ouais, c'est ça. Il nous le prête une saison, le Real Madrid. Il est d'accord. Putain. Bon voilà, en tout cas merci messieurs pour cette soirée donc aux couleurs, aux accents alsaciens. Hein. Je vais pas vous faire une... Ouais, c'est le bas du dos. Non, c'est les nouvelles du Haut-Rhin, les nouvelles du Bas-Rhin et les nouvelles du bas du dos. Ça fait toujours rigoler. Voilà. Petit journal des inconnus pour ceux qui n'ont pas la ref. Oui, non mais bien sûr, si, j'avais la ref, mais ça me faisait rire. Je crois que les auditeurs en ont marre aussi. Ouais. Ah oui, il va faire du montage. Ah, je vais la laisser celle-là. Je vais enlever le ni bon ni mauvais de Boris. Oh non.
Donc du coup, prochain rendez-vous, donc lundi prochain, ce sera Yvon Douy. Et puis peut-être qu'on vous calera une petite gazette du mercato entre les deux. Hein, on ne l'exclut pas, parce qu'il y aura évidemment eu déjà des premiers mouvements. On parlait déjà tout à l'heure de Minamino, donc j'imagine qu'on aura son arrivée officialisée et on pourra évidemment parler un petit peu plus du joueur à cette occasion. Merci en tout cas Boris, merci Rome, merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Et puis on se donne toujours rendez-vous très prochainement. Allez, salut à tous et Dagemunegu. Ciao ciao. Et bisous.